Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 95 d'Akibapla Podcast. Aujourd'hui, je vous propose un aller simple pour le Japon. Alors oui, on s'éloigne un petit peu de l'Occitanie, mais rassurez-vous, mon invité du jour est bien de la région. Il y a quelques mois, Amandine Panazol, coach pour femmes entrepreneurs, que j'ai déjà eu la chance d'interviewer dans le podcast il y a plusieurs années, s'est lancée dans le pèlerinage de Shikoku au Japon. À travers plus de 1200 km à pied et plus d'une centaine de temples visités, elle va nous raconter comment cette longue marche de 2 mois lui a permis de se redécouvrir et à transformer sa vie sur le plan personnel et professionnel. Anecdotes, prise de conscience et infos pratiques. Mais oui, combien pèse donc un sac de pèlerin ? Voici une partie des éléments que vous allez trouver dans cet épisode. Installez-vous confortablement, on y va. Bonjour Amandine. Bonjour Audrey et bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, un épisode de podcast un petit peu spécial pour plein de raisons. La première, c'est que nous réalisons ce podcast en marchant autour du lac de Saint-Ferréol. Donc c'est une première étant donné que d'habitude les podcasts se font assis en mode statique. Et là, Amandine m'a proposé d'enregistrer cet épisode en marchant. Donc je me suis dit, vu que la thématique c'est quand même le pèlerinage de Shikoku, je me suis dit, allez, on va tenter l'expérience. Donc il fait très chaud, nous sommes en canicule en plein mois de mai. On va tenter d'enregistrer ce podcast jusqu'au bout, en marchant autour du lac de Saint-Ferréol. Tout va bien se passer, j'en suis sûre. Je n'en doute pas. Alors, Amandine, on s'est déjà vu il y a 2 ans, on avait enregistré ensemble un épisode de podcast où on avait parlé de ton activité d'entrepreneur en tant que coach pour femmes entrepreneurs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter l'épisode que je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, on a un point commun, c'est que on est toutes les deux allées au Japon. On a toutes les deux passé plusieurs mois au Japon. Alors toi, Amandine, en 2020, en tant que PVTiste aussi, voilà. Et moi, j'y étais allée un petit peu avant, 2018-2019. Et donc, Amandine, aujourd'hui, va nous raconter un petit peu, et j'espère en détail, son pèlerinage de Shikoku. Et avant toute chose, j'aimerais te demander, c'est quoi le pèlerinage de Shikoku ? Très bonne question. Je pense que beaucoup de personnes se posent cette question et on me la pose régulièrement. C'est quoi en fait un pèlerinage ? Donc le pèlerinage de Shikoku, on le compare souvent au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout au long du chemin d'ailleurs, j'ai beaucoup entendu de personnes qui m'ont dit « Mais tu l'as fait El Camino ?» Parce que c'est souvent connu comme El Camino même au Japon, que je n'ai pas fait du coup. Donc à la différence que du coup ici c'est pas un pèlerinage on va dire chrétien mais un pèlerinage du coup bouddhiste. Donc le pèlerinage de Shikoku, donc il est au Japon, on fait le tour d'une île, donc de l'île de Shikoku qui est une des 4 îles principales du Japon. L'objectif c'est de venir ici relier 88 temples. En fait ce sont des temples dans lesquels Kukai, donc le précepteur du bouddhisme Shingon, puisque ici c'est un pèlerinage du coup de bouddhisme Shingon, qu'il aurait relié il y a plus du coup de 700 ans. Et donc là en fait l'objectif c'est de venir marcher sur les traces de Kukai au travers de 4 préfectures et de 4 étapes qui nous permettent de nous amener pas à pas vers le nirvana. Et alors, en combien de temps à peu près ça se fait ces 88 temples ? Alors ces 88 temples en fait, alors l'objectif d'un pèlerinage de base c'est de le faire à pied. Donc moi je l'ai fait à pied, ça prend en fonction du nombre de kilomètres entre 45 et 60-70 jours, donc environ 2 mois. Il y a 1250 kilomètres à relier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui le font aussi en voiture, en bus ou en train, enfin en transport en commun aussi, puisqu'en fait, il faut savoir que du coup, on fait le tour d'une île
qui est à la fois très agricole, mais au milieu il y a beaucoup de montagnes, donc en fait on fait tout le tour de l'île et on marche beaucoup sur de la route aussi. Il y a en plus de ces 88 temples, je pense que c'est important parce que du coup en fait c'est les 88 temples principaux, mais il y a 20 temples secondaires dont j'ai perdu le nom, mais ça va revenir, que j'ai décidé de faire aussi. Donc ces 20 temples, donc ça porte, on va dire, le nombre de temples du pèlerinage à 108, et ces 20 temples supplémentaires sont vraiment beaucoup plus dans les montagnes, donc ça amène le pèlerinage aux alentours de 1 390 kilomètres à peu près. Si on le fait tout à pied, l'objectif du coup du pèlerinage, si on le fait à pied dans son ensemble, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui le font, comme Saint-Jacques-de-Compostelle finalement, des petites parts. C'est de venir du coup franchir les 4 étapes. Donc la première étape, c'est dans la préfecture de Tokushima, c'est vraiment le chemin de l'éveil. Donc moi, je l'ai associé vraiment à l'éveil, on va dire, au corps, à l'éveil des sens, à l'éveil de l'esprit. À l'éveil aussi au monde, hein, enfin finalement on peut l'appeler comme ça. La deuxième étape, c'est l'étape dans la préfecture de Kochi, de la discipline et de l'ascèse. Clairement, je pense une des plus difficiles. Donc ensuite, la troisième préfecture, c'est donc la préfecture d'Eime. Et là, on est vraiment sur le chemin de l'illumination. Mais qui ne porte que le mot illumination. Vient ensuite la dernière préfecture. Donc là, c'est la préfecture de Kagawa. Et là, on avance vraiment sur le chemin de la libération et du nirvana. Du coup, on rejoint le temple 88 et on vient ensuite à la fin relier le temple 1 pour boucler la boucle. Et alors, Amandine, pour quelles raisons est-ce que tu as eu envie de faire ce pèlerinage? Est-ce que c'était les mêmes raisons d'ailleurs à la base en 2020 quand tu devais faire ce pèlerinage mais qu'il y a eu le Covid et que tu as dû rentrer en France? Ou est-ce que en 2025 quand tu as commencé le pèlerinage, c'était pour d'autres raisons? Alors clairement, les raisons étaient différentes et en même temps similaires. Je pense que c'est plus alors comment dire? Quand j'ai décidé de le faire, du coup, il faut revenir en 2016. 2016, je suis diagnostiquée orthorexique, donc je suis prise en charge pour ça et un matin, anémiée, je décide du coup de me dire: «OK, je pars en PVT au Japon». Ça a été ma carotte pour guérir clairement. Et en fait, donc ça c'était en octobre 2016 et je regarde, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce PVT, quoi?» Donc 2 semaines après, je tombe sur le pèlerinage de Shikoku et je me dis: «OK, pendant mon PVT, je fais le pèlerinage de Shikoku». Donc j'avais déjà, prévu 2 mois, dans mon planning, du coup, à l'époque, donc en 2020, pour faire le pèlerinage de Shikoku. Donc c'était, est-ce qu'à l'époque, j'avais une raison particulière ou j'avais identifié la raison du pourquoi je voulais faire le pèlerinage? Je suis pas certaine, hormis cet appel. Ce truc de, cet appel intérieur qui me dit: «Tu dois le faire». Ça, c'était vraiment ça. Je ne l'ai pas fait du coup puisque donc je suis partie en septembre 2019 et qu'avec le Covid, l'ambassade, nous a dit: «Eh oh, vous rentrez en France du coup en avril, 2020» et j'avais prévu du coup de le faire entre avril et mai 2020. Mais à l'époque, il y a plein de choses qui avaient fermé aussi là-bas. Donc je suis rentrée en France, mais quand même avec, l'état d'esprit de: «Je sais que j'y repartirai pour le refaire». Enfin, c'est un non négociable. À l'époque, je pense que j'aurais fait vraiment le pèlerinage dans un défi sportif. Genre me prouver que je suis capable que je devais le faire vraiment à pied, qu'en tente. Il y avait vraiment cette notion un peu de, comment dire? De compétition avec moi-même et de me prouver que je pouvais le faire, quoi. Donc je pense qu'en 2020, c'est sûr, je serais partie de le faire dans cet état d'esprit-là. Et finalement, de fil en aiguille, les années passent, les années passent. Je lance mon entreprise aussi et en septembre 2024, heu, pour des raisons très perso, je prends la décision de: «OK, dans tous les cas, la seule chose qui me vient en tête là, c'est de repartir au Japon et de faire le pèlerinage». Donc je prends la décision, genre en moins de 5 minutes de: «L'année prochaine, je repars sur Shikoku et je fais le pèlerinage». Clairement, j'étais à un tournant de mon entreprise, donc je me suis dit: «Je sais pas comment je vais le financer, je sais pas comment ça va se passer, j'en sais rien». Je me suis dit juste: «J'y vais». Donc j'ai pris la décision. En janvier, je prends mes billets d'avion du coup pour, octobre, novembre, décembre, au Japon et en fait, à ce moment-là, je me dis: «Ce pèlerinage, je veux le faire pour moi, je veux le faire pour clore un chapitre». Donc en fait, il y avait plus cette notion de le faire pour la compétition, c'était vraiment j'ai ouvert finalement le chapitre Japon avec l'orthorexie, le diagnostic de l'orthorexie,
on est en 2025, en année 9 pour ceux qui suivent la numérologie, et en fait, je l'avais même pas calculé, hein, ça s'est fait naturellement et en fait, je me suis dit: «Mais très naturellement, c'est venu avec l'idée de: "Je veux clore un chapitre"». Donc j'ai fait ce pèlerinage pour me dire déjà: «Je peux aller au bout de mes objectifs, je peux aller au bout de mes rêves, je suis capable de m'offrir du temps» et surtout, je me suis dit: «Si jamais il doit m'arriver quoi que ce soit demain», on sait très bien que la vie, elle tient qu'à un fil pour tout le monde. Je me dis: «Je veux avoir réalisé ce rêve», tout simplement. Et alors concrètement, comment ça se passe une journée, sur le chemin? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, comment tu te prépares? Voilà, comment tu fais en fait concrètement pour, bien traverser, on va dire d'aller d'étape en Mmh. étape pour traverser, une étape, combien de temples tu vois, par jour? Enfin, je sais pas, voilà, dis-nous un petit peu comment tu te prépares et qu'est-ce qui se passe sur une journée, de pèlerinage? Alors une journée type de pèl voilà, toutes les journées se ressemblent, hein, clairement. Non, alors j'exagère quand je dis toutes les journées se ressemblent, mais il y a une routine qui s'installe, très, très vite et je pense tant mieux. Parce qu'au final, je m'attendais pas à ce que les journées soient si denses. Je m'attendais à avoir plus de temps, pour moi. La journée type donc au Japon, pour ceux qui ne sont jamais allés au Japon, il faut savoir que le jour se lève très tôt. Donc même si là on était quand même en automne, mais ça se lou c'est le jour se lève à partir de 5 heures, 5 heures et demie, et la nuit tombe vers entre 16 heures et 17 heures, en fonction de que ça soit octobre ou décembre, voilà. Donc il a bien sûr fallu que j'organise mes temps de marche, par rapport à ça. Mais comme en France, moi j'aime beaucoup marcher plus tôt, enfin au plus tôt possible, hein. Je pense que beaucoup de marcheurs en tout cas vont vous dire, c'est mieux de se lever tôt, de marcher et de se reposer l'après-midi. Donc je fais partie de cette team-là, donc moi clairement je mettais mon réveil en général vers 6 heures. Hem Et très vite en fait, le pèlerinage m'a permis même de prendre conscience de mon fonctionnement. Du fait qu'avant de démarrer ma journée, j'avais besoin de 2 heures. Si je Sinon je suis de mauvaise humeur toute la journée. 2 heures, donc du coup, je me levais à 6 heures, suivant si j'étais en tente ou en hôtel ou autre, je commençais généralement par, soit me préparer, soit prendre un temps de méditation. Ça variait, mais globalement, il y avait toujours un temps de je me prépare, je range mes affaires. Ranger son sac, même si on n'a pas grand-chose, on se rend compte que ça prend du temps aussi, parce qu'on a toute notre vie sur nous, quoi. Et après, il y avait vraiment un temps de, je prends mon petit déj, il y avait un temps d'écriture. Je prenais toujours un temps pour écrire, les apprentissages, les événements, enfin ce que j'avais vécu la veille. Hem, ouais, méditation, visualisation, écriture, préparation, moi physiquement et préparation de mon sac. Un petit peu d'échauffement aussi, parce que ça tire au bout d'un moment quand même. Et puis après, généralement, je partais aux alentours de 8 heures. Donc ça variait en fonction des jours et des étapes, quoi. 7 heures, 8 heures. Hem, Ensuite, tu marches, quoi. Tu marches, en fonction, de tes étapes. Parfois, quand tu as des temples, donc on a quand même 88 temples donc à visiter, à minima. Hem, Quand tu arrives face à un temple, donc certains jours, tu vas en avoir, 6 dans la journée, d'autres, tu vas en avoir 0. Des fois, tu vas avoir, 3 jours sans temple. Ça, c'est long. C'est très, très long. Mais quand tu arrives dans un temple, après, il y a vraiment un rituel, en fait, à respecter. Bon, bien sûr, généralement, je vais peut-être pas vous raconter tout le rituel. Je pense que je peux vous inviter à aller voir directement, le rituel à faire. Mais il y a quand même beaucoup de, comment dire? On va voir différents temples. On va déjà dire, entre guillemets, on va saluer, et honorer la divinité principale du temple. Ensuite, on va, plutôt vers les bâtiments pour, honorer et saluer Kukai, du coup, le précepteur, du coup, du bouddhisme Shingon. Puisqu'il y a toujours en fait un autel, enfin un temple qui lui est dédié et réservé. Bien sûr, il y a les purifications à faire, toutes les offrandes à faire et ensuite on va, du coup au comptoir récupérer notre goshuin. Donc c'est un sceau en fait du temple qui certifie que nous sommes passés du coup dans ce temple, qui est fait à la main. Une fois ça, du coup, on repart et puis après, après chacun va s'organiser comme il veut, hein. Généralement, il y a des temps de repas. Sur le chemin, on croise d'autres pèlerins aussi. Alors beaucoup plus au début, à la fin, je les cherchais. C'était long. Mais du coup, voilà, il peut y vraiment y avoir des temps de partage, des temps de partage aussi avec les locaux. Hem, Puisque du coup, en fait, quand on marche sur le chemin du pèlerinage, on est considéré comme représentant de Kukai.
sur le chemin. Donc en fait, beaucoup de locaux ou de personnes font des offrandes aux pèlerins. Donc ce qui permet finalement d'être aussi, beaucoup en contact en fait avec la population locale, de pouvoir échanger avec eux sur leur mode de vie, sur leur façon de penser, de pouvoir faire des rencontres incroyables, vivre des expériences, uniques. Enfin, c'est ça qui est vraiment magique. Donc en fait, tu commences ta journée, moi je savais très bien où j'allais, je savais déjà où j'allais dormir, hein. On organisait enfin ça c'est ce qu'on nous conseille et je pense que c'est très bien d'organiser le lieu de dodo 3 jours à l'avance. Donc généralement, tu as toujours 3 jours d'avance sur là où tu dois dormir. Tu sais où tu vas, mais par contre, ce que tu vas vivre dans la journée, tu sais rien. Parce que, il peut y avoir, plein de rencontres, plein d'impromptus, plein d'imprévisibles. Hem, donc voilà et après généralement, moi, je finissais mes journées vers, aux alentours entre 15 et 16:00. Ouais, des fois 17:00, mais c'était quand même un peu plus rare et puis après, il y a tout un temps déjà je prenais un temps pour me poser, pour me reconnecter un peu quand même à la terre, enfin au monde, de donner un peu de nouvelles. Puis le temps, en fait, le temps après de se doucher, de prendre soin de soi, éventuellement de faire des courses en fonction d'où je mange ou de manger, de préparer. Du coup, il y a toujours un temps de préparation pour les étapes futures, de regarder le lendemain, enfin d'anticiper tout ça. Parce qu'il faut aussi anticiper où est-ce que je vais manger le lendemain? Est-ce qu'il y a de quoi acheter à manger? Est-ce qu'il y a un restaurant? Il y a quand même toutes ces genres de choses à anticiper, le chemin qui est le mieux en fonction aussi de son état physique, font que, en fait, on arrive très vite à 20:00, quoi. Puis si tu veux un peu échanger en fonction d'où tu dors avec les personnes autour de toi, enfin ça tu peux très, très vite, être pris dans le flot des choses et puis après, généralement à 20:00, 21:00, tu plus envie d'une chose, c'est d'aller dormir, quoi. Voilà une journée type. Ouais, donc ça nécessite quand même, voilà, une bonne organisation, une journée qui est assez dense, parce que, au niveau physique, tu dois quand même, marcher. Il y a, je pense, aussi du dénivelé parce que tu me disais qu'il y a certains Mmh, temples qui sont en montagne. Il y a toute une préparation aussi, voilà, sur l'organisation même, en mmh, fait, de la journée, des journées suivantes. Hem, est-ce que toi, par exemple, au niveau de la préparation mmh, physique, est-ce que tu t'étais préparée mmh, avant de partir? ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, hein, sur le fait alors globalement, c'est beaucoup de plats, mais il faut savoir que c'est beaucoup de routes. Moi, clairement, je suis une marcheuse de montagne. La route, c'est très, très dur de marcher sur, l'asphalte, H24. Et quand c'est du chemin, souvent, c'est il y a du dénivelé, du coup, puisque c'est de la montagne. Donc oui, moi, je m'étais préparée. J'ai pris une coach sportive l'année dernière, du coup, pour, renforcer, notamment au niveau des genoux, au niveau, des fessiers, au niveau du dos. Parce que, suite à des séances de kiné, ma kiné m'a dit: «Oh là là, mais les muscles du dos, c'est pas ça». Enfin, genre, j'avais jamais entendu ça de ma vie. On m'a toujours dit que mon dos était hyper musclé. Donc du coup, en fait, ça m'a pris peur en me disant: «Ah, comment je vais faire pour porter mon sac?» Combien de kilos faisait ton sac? Mon sac, il avait fait entre 6 et 10 kilogrammes. Ah, donc c'est relativement peu pour, quand même, Oui. plusieurs mois de voyage. Ouais, les gens étaient super étonnés parce qu'en fait, il semblait hyper gros. Je suis quand même assez petite, hein, donc mon sac peut vite sembler gros et quand on me regardait, on m'a dit: «Non, mais ton sac, il pèse lourd et tout». «Non, mais je suis sûre que ton petit sac, il pèse plus lourd que le mien». Parce que j'avais vraiment tout optimisé, j'avais prévu de racheter, j'ai racheté tout le matériel parce que du coup, j'ai décidé de faire une partie en camping. Mmh. Donc j'ai racheté tout mon matériel pour optimiser au niveau du poids au maximum. Donc mon matériel, tu vois, tout mon matériel de camping faisait 3 kilogrammes au maximum. Mmh. Donc tente, matelas, sac de couchage, sac de viande, coussin, très important, coussin, surtout au Japon. Si vous prévoyez de le faire, si vous avez pas envie de dormir sur des coussins de riz, prenez un coussin avec vous et du coup, ouais, il y a eu cette préparation physique. J'ai fait quelques treks avant aussi, j'ai repris un peu j'ai fait 2-3 treks l'année dernière. J'en ai fait un en montagne et un, dans des conditions un peu similaires, en Aubrac, donc du coup avec beaucoup de routes et heureusement parce que ça m'a demandé à changer mes chaussures. Mmh. Ou mes chaussures de rando finalement étaient très adaptées à la montagne mais pas du tout à la route. Donc ce qui m'a permis vraiment de repartir avec le matériel le plus adapté possible pour moi, une bonne forme physique aussi. Mais je m'étais tellement, d'ailleurs je me suis tellement entraînée avant que je me suis blessée, sur le pèlerinage. Ma jambe m'a dit: «Stop». Ah oui, tu vas peut-être nous raconter ça après? Ouais. Ouais. Hem Et puis ouais, après je pense que ça a été beaucoup de préparation même en termes d'organisation. Enfin moi j'avais quand même anticipé les différentes étapes. Je m'étais fait tout un espace Notion avec jour par jour. Enfin j'avais déjà repéré, les endroits où je devais dormir ou autre pour me dire: «Mais en fait, j'ai vraiment envie, au moment où j'ai vu le pèlerinage, je sois pas en train de me dire: "Attends, je cherche les infos ou pas"». Et quand je vois le temps en fait que j'y passais tous les jours, même en ayant déjà anticipé tout ça, je me suis dit et que je voyais les autres galérer pour dire: «Attends, mais là je sais pas où je vais dormir, j'ai pas repéré ci, j'ai pas repéré ça». Je fais: «Waouh».
Non, j'étais contente de pouvoir l'anticiper, quoi. Ouais, donc justement, si tu as un conseil à donner à des personnes qui veulent faire le pèlerinage, c'est de se dire, préparez-vous bien mentalement, physiquement et organisez à l'avance, le max de Ouais. choses. Ouais, vraiment, moi je dirais ça parce qu'après moi je fais partie de la team, j'aime qu'il y ait un cadre, mais par contre le cadre il est souple, quoi. C'est-à-dire, il y a plein de fois où j'ai pas respecté, parce que, bah, soit parce que physiquement, je suis obligée de m'adapter. Conditions météorologiques, je suis obligée de m'adapter. Enfin, pour plein de raisons, en fait, j'étais obligée de m'adapter mais le fait d'avoir un cadre déjà de base me disait: «Bah, en fait, je sais que je dois aller là, je dois aller là. Ça, je peux le changer, ça, je peux pas le changer» et en fonction du cadre, parce qu'il y a aussi on a un visa que de 3 mois. Voilà, donc si tu prends un peu de temps déjà pour, arriver, atterrir et te dire, «Je commence pas le pèlerinage avec le décalage horaire, avec le jet lag», moi j'ai apprécié d'avoir quand même, 2 semaines et demie, de pour me poser, tu vois? Pour reprendre les marques au Japon. Ça m'a fait beaucoup de bien. Hem Et en plus et d'avoir du temps parce qu'il m'est resté 10-12 jours en fait après le pèlerinage pour, déjà me reposer, ne rien faire. Aller au Mont Koya puisqu'en fait, si on veut vraiment, terminer le pèlerinage, il faut normalement se présenter au Mont Koya avant le pèlerinage, avant de le commencer. Donc c'est là où il y a le mausolée de Kukai. Donc pour lui dire: «OK, je pars sur le pèlerinage». Donc ça, je l'ai fait avec, ma famille qui est venue avec moi et ensuite j'y suis retournée après mon pèlerinage. Donc il faut déjà me dire que ça inclut déjà 4 jours, hein, clairement le temps d'y aller, de revenir, de profiter. Pour lui dire: «OK, merci de m'avoir protégée, j'ai terminé le pèlerinage», quoi. Ouais, c'est un peu pour boucler la boucle. C'est pour boucler la boucle, clairement. Et alors tu nous parlais, à l'instant d'une blessure à la jambe. J'aimerais moi te demander quel a été finalement le moment le plus difficile, de ce pèlerinage? Est-ce que ça a été cette blessure ou est-ce que ça a été, toute autre chose? Et beh, moi je te dirais que ça a été tout autre chose. Parce que je pense que cette blessure, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu avoir pendant le pèlerinage. Donc c'est arrivé au bout de 10 jours, ma blessure, hem, où, finalement j'étais un petit peu partie dans «Non, je le fais coûte que coûte, tout à pied, hors de question de prendre les transports en commun». Mais en fait, il y avait encore une part de moi qui était vraiment dans la force et «Tu suis pas le flot, tu dois le faire, tu dois prouver que tu es capable de le faire», quoi. Et en fait, quand je me suis retrouvée donc c'était, le dernier jour sur l'étape. Donc dernier jour, du chemin de l'éveil, quoi. Avant d'entamer le chemin de l'ascèse et de la discipline, quoi, qui porte bien son nom, du coup. J'arrive devant le camping où je dois dormir, un endroit mais magnifique, alors que j'avais pris 2 jours de repos juste avant et mon intuition m'avait dit: «Tu devrais prendre un 3e jour de repos». Bien sûr, je ne l'avais pas écouté. Donc j'étais partie marcher, puisque j'avais un jour d'avance sur mon planning. Je précise aussi, je pars marcher et le soir, en arrivant au camping, grosse douleur du coup à la cuisse droite, donc juste au-dessus du genou, et en fait contracture, quoi. Mais bon, dit contracture pour la faire passer, repos, quoi. Pas le choix, mais je me suis dit: «Oh non, mais dans la nuit ça va passer». Dans la nuit ça allait mieux, le matin je me lève, je fais 2 kilomètres et au bout de 2 kilomètres, j'ai fait: «Mais en fait si je continue, je me fais un claquage». Donc non. Donc en fait, bon ça a duré tout le long de l'étape numéro 2, hein, du chemin de la 16 et de la discipline où j'ai été entre je marche, je me repose, je prends les transports en commun que je m'étais interdite et en fait finalement c'est venu apaiser une partie de moi, ça m'a obligée à me reposer, à, à écouter vraiment pleinement mon corps et à pas être dans le «je dois faire les choses parce que qu'est-ce que vont penser les autres d'eux?» mais je le fais pour moi, ce qui est juste pour moi à ce moment-là et le principal c'est pas comment j'atteins mon objectif, c'est d'atteindre mon objectif. Et je me suis dit: «Si je continue et que je suis dans la force, dans tous les cas, je ferai pas les 88 ans». Donc en fait, je l'ai vraiment vu comme une bénédiction. Moi, je te dirais que ce qui a été vraiment le plus dur, c'est la solitude. Alors que pourtant tu nous disais tout à l'heure que tu rencontrais quand même des personnes, Ouais. enfin surtout au début. Ouais, oui, la première étape, chemin de l'éveil, c'est une autoroute, je me suis dit: «Si c'est comme ça tout le long, je vais pleurer, quoi, hein». J'aime bien être seule, surtout pour marcher. J'alternais entre anglais, français, japonais, tout le long pendant les 10 premiers jours et en fait, en termes de physique mentale, c'est énorme de devoir switcher constamment, plus la fatigue physique, quoi. Mais du coup, chemin de la discipline et de la cesse, ça s'est calmé, hein. Du coup, comme il y a en fait, faut savoir que la première partie, il y a 24 temples à voir. Sur, le chemin de la discipline et de l'ascèse, il y en a plus que 15. Sauf qu'elle dure 3 semaines, cette étape. La première étape dure 8 jours. Donc, on peut vite marcher 2-3 jours sans, rencontrer un seul temple, avec des jours où il va y en avoir 3 et d'autres, 3-4 jours encore sans temple. Et du coup, en fait, sur cette discipline, il y a cette étape,
Il y a beaucoup de personnes qui choisissent du coup de prendre des transports en commun, sachant que, là, on marche tout le long de la route, enfin le long de la côte du Pacifique, quoi. Donc c'est que de la route le long du Pacifique, mais en fait, on voit même pas la mer, il y a des murs. En fait, c'est très, très long, quoi. Donc on marche avec la circulation, c'est pas agréable. Bon, moi, finalement, j'ai pris beaucoup de repos et de transport, donc donc ça allait. Mais je te dirais qu'à ce moment-là, j'ai pas vraiment ressenti la solitude. Ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin d'avoir ce temps pour moi. Ça a été à la 3e étape, donc dans la préfecture, d'Ehime, chemin de l'illumination. Où, là, je rencontrais beaucoup de monde, du coup, il s'est mis à faire froid, donc du coup, j'étais beaucoup moins en camping, je dormais beaucoup plus, dans des guest house, ou dans des, endroits pour, pèlerins, qui accueillaient les pèlerins. Donc j'étais en contact avec des gens constamment. Donc ouais, je rencontrais du monde et en fait, j'ai décidé de prendre, 3 jours dans un très bon hôtel à Matsuyama. Donc Matsuyama, c'est une des villes principales de Shikoku. Hem et en fait, il s'est mis à pleuvoir comme j'avais encore on va dire un petit peu le spectre de ma blessure qui était là. La dame le matin me fait: «Non mais, c'est hors de question, tu pars pas à pied, mon fils t'amène, voir les temples». Donc en fait, on a passé la journée ensemble, il m'a amenée dans ses endroits préférés à Matsuyama, on allait au resto, enfin bon bref, voilà, il m'a servi de guide touristique toute la journée et du coup, il me dépose à mon hôtel, en milieu d'après-midi et en fait, une fois que je suis arrivée à l'hôtel, c'est comme si d'un coup, j'avais une prise de conscience de: «Waouh, en fait, tu hyper entourée, mais t'es seule». Et ça a été mais une sensation horrible. Je me suis dit: «Mais en vrai, bien sûr, je pouvais écrire à n'importe qui». Tu vois? Enfin, je veux dire, on est connectés aujourd'hui. Enfin, j'avais un forfait internet, je pouvais écrire à n'importe qui. Bon, certes, il y a le décalage, donc en gros, je pouvais enfin et encore, j'ai eu la chance à ce moment parce que mon chéri, il se levait à 5h30, donc à 13h30, j'avais des nouvelles de France, quoi, tu vois? Hem Mais il fallait quand même grosso modo que j'attende 16h-17h avant de pouvoir échanger avec quelqu'un de proche, en tout cas sur ce que je vivais. Et en fait, Matsuyama, ça a été vraiment la prise de conscience de: «Waouh, mais en fait, tu hyper entourée et en même temps, t'es hyper seule». J'ai ressenti une solitude profonde de, je sais pas comment dire, enfin, tu sais, d'être un peu en décalage. Je et où tu te fais dire: «Mais en fait, dans ta vie, peu importe avec qui tu sois, tu peux toujours parler, dans tous les cas, tu seras toujours seule». Enfin, c'est comme si, en fait, j'ai eu cette prise de conscience-là de: t'es seule face à ton destin, t'es seule face à ta vie et là, finalement, il y a pas de comment dire? T'as rien qui vient, polluer, en fait, cette solitude. Je veux dire, ici, bah, finalement, oui, on va rencontrer telle personne, on va occuper nos journées. Là, j'avais rien d'autre pour occuper mes journées, hormis marcher, hormis prendre soin de moi, hormis aller dans les temples. Oui, à côté, j'ai proposé un petit accompagnement de pèlerinage intérieur, mais en fait, c'était juste une extension dans ce que je faisais, donc enfin, tu vois, ça venait pas occuper mon temps. Et j'ai pris conscience, en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Mais attends, ce pèlerinage, dans tous les cas, tu viens pour clore un chapitre». Parce que ce soir-là, donc ce mardi soir-là, d'un coup, ce qui m'était pas arrivé depuis des mois et des mois, je me suis dit: je me sentais hyper mal, je me suis dit: «Mais en fait, faut que j'aille me faire vomir». Et là, je me suis dit: «Ah quoi? Comment ça?» Enfin, tu vois, il y a eu quand même bon, après, j'ai de la chance d'être coach, d'avoir des outils, de pouvoir faire, de pouvoir, on va dire un petit peu m'auto-coacher et prendre du recul. Je me suis dit: «Attends, mais pourquoi?» Et en fait, là, j'ai vraiment fait le lien à quel point, en fait, la solitude m'a amenée à l'orthorexie et en fait, que j'étais en train, à ce moment-là, de revivre tout ce à quoi je voulais mettre enfin, pas un terme, mais en tout cas clore, quoi. Et donc à ce moment-là, ça a été très, très dur parce que je me suis retrouvée seule face à ça. Je pouvais en parler entre guillemets à personne. Parce que bon, les gens, tu vois, moi, je veux dire, au moment où je m'arrête le soir, quand il est 17-18h, la plupart des gens qui me connaissent, travaillent, ont une vie, quoi, enfin, ce qui est normal. Et donc ça voudrait dire qu'il fallait que j'attende 3h du matin, donc pour que vous, il soit 16h à peu près en France, pour que, je puisse parler avec quelqu'un. Je me suis dit: «Beh, c'est pas possible, quoi». Donc j'ai vraiment ressenti la solitude et j'avoue que ça m'a un petit peu, comment dire? C'est une sensation qui m'a un peu, suivie toute la fin du pèlerinage, de cette prise de conscience de: «Mais en vrai, tu la seule à pouvoir décider de ta vie, quoi». Constamment et oui, tu peux t'entourer de toutes les personnes, mais en fait, c'est que de la fioriture parce que dans le fond, c'est moi qui vais prendre les décisions, c'est moi qui vais décider quoi faire, hem, c'est moi qui vais décider comment je vais vivre et en vrai, quand t'as plus tout ça, il y a quoi? Enfin, Oui, c'est un peu se retrouver, face à soi-même, ouais, face à soi-même et tout à l'heure même, tu vois, en venant, il y a une phrase qui m'est venue, c'est vraiment, en fait: «Ton corps est ta maison».
ton corps est ton allié et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment, tu vois, pris conscience et je pense que Matsuyama, j'ai eu l'impression, en fait, de rentrer dans un petit peu dans le tambour d'une machine à laver, tu vois? Enfin, je suis rentrée d'un Matsuyama, je suis ressortie de Matsuyama, 3 jours après. Déjà, j'ai pleuré non-stop, toute la semaine, tu vois, quasiment. Heu, mais j'ai eu l'impression de ressortir, mais différente, en fait. Et donc ouais, ça a été dur, du coup, de le vivre et de le vivre seule, quoi. Et en même temps, est-ce que pendant ce pèlerinage, donc là, tu nous expliques, c'est d'avoir, vraiment «rencontré» entre guillemets cette solitude et que c'est pas parce que finalement on est entouré qu'on se sent pas seul Mmh mh. et tu as traversé en fait, ça, donc j'imagine que ça t'a apporté aussi peut-être plus de force et plus de clarté, sur la suite. Est-ce que pendant le pèlerinage, tu as senti d'autres choses, bouger, changer en toi? Tous les jours. Mais tellement, en fait, il y a énormément de choses qui ont bougé en moi, des prises de conscience. Bah, tout à l'heure, c'est ce que je te partageais et je vous partageais du coup, le fait que, au début, j'étais vraiment dans le «je dois le faire, la force, la force». Je suis arrivée au Ryokan, j'ai pu aller faire mes courses tranquille et tout et au moment où je me dis: «Ah bah, je vais un peu m'étirer», là, clac, la contracture qui revient, mais la douleur, enfin qui m'empêchait de dormir et tout. Donc le lendemain matin, du coup, j'ai pris la décision de prendre le train et donc en fait, ce matin-là, quand je prends le train, je me dis, «Non mais je peux pas dire que je prends le train». Enfin, tu vois, il y avait vraiment «Mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres?» hem, Dans le sens, si je partage ça sur les réseaux ouais, sociaux, voilà, parce je qu'après dans le pays en lui-même, on s'en fout. voilà. Ouais, mais c'était vraiment «Qu'est-ce qu'ils vont penser?» en mode, il y avait vraiment ce côté de, «Ah mais du coup, enfin, tu vois, genre, tu faible, tu vas pas jusqu'au bout, tu pas capable de». Enfin, et en fait, je m'observais avoir ces pensées et je me suis dit: «Mais tu sérieuse?» Enfin, mais il y avait vraiment ce dialogue intérieur de: «Mais tu sérieuse de penser ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, tu quand même déjà au Japon, tu t'es octroyé 3 mois pour toi, pour réaliser un de tes rêves. Combien de personnes, ne serait-ce qu'en France déjà, vont jusqu'au bout de leurs rêves, quoi?» Tu vois? Peu importe le comment ils le font et donc en fait, là, ça a été vraiment le waouh! J'ai vraiment pris conscience à quel point, par exemple, tu vois, j'étais encore hyper attachée au regard des autres, Mmh. tu vois? Enfin et je me suis dit: «Mais j'ai rien à prouver aux autres». Enfin, vraiment, ça m'a vraiment transformée là-dessus déjà. Alors que pour autant, voilà, tu avais déjà, un parcours assez important de travail sur toi et cetera, quoi. Ah mais totalement, totalement et en fait, donc il y a eu ça, mais je pense que j'ai fait, 2 à 3 apprentissages par jour, donc je vais pas tous te les partager, mais il y a eu vraiment aussi la prise de conscience au fur et à mesure que j'ai avancé sur le pèlerinage qu'en fait, c'était vraiment la petite fille, en fait, qui était sur le devant de la scène. Mais que ça soit, dans ma vie, perso, que ce soit dans ma vie pro. En fait, bien sûr qu'il y avait, on va dire, Amandine adulte qui était là, tu vois? Mais la plupart du temps, c'est la petite fille avec, toutes ses peurs, toutes ses, bah, c'est toutes ces appréhensions, toutes ces blessures, en fait, qui prenaient le devant, quoi et en fait, le chemin m'a vraiment permis, pas à pas, de me reconnecter à, beh, en fait, enfin, de venir remercier, cette petite fille, de venir la consoler, prendre soin d'elle, mais aussi de laisser, bah, Amandine, adulte prendre la place, quoi. Parce que, bah, du coup, j'ai plus les mêmes peurs, Mmh. j'ai pas les mêmes appréhensions et je reprends vraiment mon pouvoir, en fait, sur ma vie aussi, quoi. Alors ça m'amène à une autre question, mais que je te poserai après parce que, vu que tu es coach pour entrepreneurs, pour femmes entrepreneurs, j'avais des questions à te poser sur, comment justement, ce pèlerinage a changé, Mmh. la façon dont voilà, dont tu accompagnes ces femmes-là, la façon dont Mmh. peut-être tu gères ton business et cetera. Mais avant ça, j'avais une question sur, le retour à la vie normale. Parce que personnellement, moi, quand je suis revenue de 5 mois au Japon, ça a été très, très dur, Mmh. de revenir à une vie entre guillemets «normale». En plus, je cherchais du travail à ce Ouais. moment-là, donc il y a toute une vie à recréer et puis on a l'impression que nous, on a tellement changé, mais que le monde autour, les autres personnes, ils ont pas vraiment ils ont pas autant, changé, Mmh mh. évolué que nous, ils ont pas vécu les mêmes choses. Est-ce que, toi, tu as vécu ça en rentrant du pèlerinage de Shikoku ou pas du tout? Alors je pense que j'ai eu de la chance, que j'avais déjà vécu 7 mois et que j'avais déjà vécu un 1er retour. Donc j'avais déjà vécu ce 1er décalage. Hem, Même si j'avais vécu pendant le confinement, j'avais déjà pu assimiler je sais que le retour, il y aura un décalage. Ce qui m'a permis aussi, je pense, d'apaiser cette année, c'est le fait que, bah, quand j'amène les personnes dans le désert, donc j'ai déjà fait 3 fois, l'immersion reconnexion au cœur des dunes, je le vis avec elles, on est pendant, 7 jours coupés du monde et donc même si, comment dire? Là, pour le coup, je suis là à leur service,
Moi aussi, hein, le retour est quand même généralement dur parce qu'il y a quand même un vrai décalage entre vivre avec les nomades dans le désert et le retour à la réalité. Donc je te dirais que, le retour en janvier, du coup, je l'ai plutôt bien appréhendé dans le sens où, la seule chose qui comptait, c'était que je respecte mes besoins. Donc en fait, j'avais posé déjà cette limite de: «Je fais que ce qui est bon pour moi au moment où c'est bon pour moi». Donc si j'ai envie de dire non à une personne, même mon entourage le savait, c'était non. Par exemple, je suis rentrée du coup je suis rentrée le 30 décembre, et je sais que mes amis faisaient, le nouvel an le 31 décembre, tu vois? Et finalement, je leur ai dit genre le 30 décembre au soir: «OK, bah, je serai avec vous». Et en fait, j'avais vraiment prévenu l'ensemble déjà de mes proches, enfin la priorité de dire: «Je viendrai vous voir, je sais pas quand, laissez-moi juste le temps d'atterrir». Que je n'avais pas fait la première fois. Donc ça m'a vraiment permis d'atterrir en douceur. Ce qui m'a permis d'atterrir en douceur aussi, c'est le fait de dire que, mon chéri est venu me chercher du coup, à Paris et en fait, on n'est pas rentrés de suite chez nous. On a vraiment pris une nuit d'hôtel, enfin, j'ai vraiment pris le temps en fait de faire plusieurs étapes avant de revenir chez moi. Le retour chez moi était le plus compliqué, pour plein de raisons. Parce que j'ai vraiment senti en fait ouais, comme tu dis un décalage, mais décalage que je ressens encore aujourd'hui. Alors pas forcément, dans le perso, mais j'ai eu vraiment besoin de prendre un vrai mois pour me dire: «Beh, je me réinstalle, dans ma vie personnelle, mais en gardant la qualité d'être, en gardant du coup la qualité d'être de ce que m'a apporté le pèlerinage». Donc ça a été vraiment, mon environnement n'a pas changé. Heu, En France, il y a rien qui a changé. Moi, à l'intérieur, par contre, j'ai vraiment changé et je sais que ça s'est vu parce que mon chéri, quand il m'a récupérée, il m'a dit: «Tu es plus la même, quoi». Enfin, ça se voyait de toute façon et Oui, parce que des fois, je te coupe, mais des fois ça se voit pas justement et les autres ont l'impression mmh, qu'on n'a pas changé alors qu'intérieurement si. ouais. Je pense que là, ça se voyait et même, comment je peux dire? En fait, ce qui était très marrant, c'est que quand j'ai quitté l'aéroport, du coup, j'ai pris le RER et le RER C n'est pas du tout accessible. Donc avec mes 36 bagages, c'est compliqué et un écrivain, enfin un entrepreneur et tout qui m'a aidée. Donc on a discuté j'ai discuté avec lui. On échange nos LinkedIn. Il me regarde sur ma photo LinkedIn, il fait: «Mais là, en fait, c'est pas la même personne que j'ai en face». Et en fait, je me dis donc du coup, même des personnes qui ne me connaissaient pas pouvaient déjà percevoir en fait qu'il y avait un changement. Peut-être qu'aujourd'hui ça s'est atténué avec le temps aussi, parce que, je veux dire je retrouve mon équilibre, mais il y a un vrai décalage qui s'installe. Le retour a été quand même, compliqué à vivre de me dire, est-ce que je enfin, en fait, j'ai envie de remettre tout en question. J'ai tout remis en question dans ma vie, en fait. Est-ce que, dans ma vie perso ça va? Est-ce que ça va pas? Enfin, tout a ouais, tout a été, un peu chamboulé pour réussir à trouver: «Attends, comment je trouve ma place?» Et je suis pas obligée de tout repartir de zéro, je suis pas obligée de tout bazarder pour trouver ma place et être vraiment qui je suis, quoi. Ouais, ça te fait un espèce de reset où tu poses un peu toutes les cartes sur table et tu dis: «Bon, bah, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je modifie?» Ouais. Bon. Oui, c'est un peu ça, c'est ça et du coup, moi ça m'a vraiment, quand je dis qu'il y a un décalage, c'est qu'aujourd'hui, même on peut en parler, dans le pro, même dans le perso, je sais très bien qu'il y a des personnes que j'ai pu côtoyer avant, mais au final, c'est des personnes que je peux adorer, que j'apprécie vraiment, mais aujourd'hui, si, on va dire c'est l'adulte qui prend la place, elle est pas nourrie en fait par ses relations. Et donc l'enfant et c'était un peu l'enfant «Faut pas que je fasse trop de bruit, il faut que je sois gentil parce qu'il faut que je sois aimé». Donc en fait, en gros, comme souvent moi je le vois aussi dans mes accompagnements, hein, on pose pas ses limites, on dit oui à tout. Donc il y avait encore un peu de ça qui était présent et le fait d'avoir fait ce pèlerinage, en fait, je me dis: «Mais en fait, je m'en fous». Enfin, ma vie, du coup, je la vis pour moi, je suis la seule à la vivre. Je m'en fiche de ce que pensent les autres. Je suis pas obligée de, comment dire, de répondre aux besoins des autres si moi, ça répond pas du tout à mes besoins, quoi. Et donc il y a eu vraiment en fait cette mise en place qui s'est fait dans le perso et dans le pro et qui continue encore aujourd'hui. Parce que là, du coup, on est fin mai, donc ça fait 5 mois que je suis rentrée. Clairement, je sens qu'il y a encore, et en même temps, c'est normal, hein, des apprentissages qui sont en train de se mettre en place, en fait, de s'équilibrer, quoi. Et alors justement, on va passer du côté pro, comme je le disais tout à l'heure, tu accompagnes, toi-même des femmes, entrepreneurs. Qu'est-ce que ça a changé en fait, concrètement, dans ta façon d'accompagner ou dans ta façon de gérer l'entreprise, ton business au quotidien? Hem,
Alors je pense que dans ma façon d'accompagner, ça a pas vraiment changé les choses. Hem, je pense que déjà ce qui a vraiment changé, c'est, le fait que, mon positionnement s'est vraiment affiné. Je sais vraiment ce que je veux, là où il pouvait y avoir un peu de flou aujourd'hui, je sais vraiment ce que je veux, à qui je veux, vraiment m'adresser. Hem, Dans le sens où, entre guillemets, en tant que coach, bien sûr que mes outils peuvent permettre d'aider tout le monde, mais aujourd'hui avec qui finalement, je vais avoir aussi le plus de feeling? Parce que pour moi dans un métier comme le mien, mais même comme toi en tant que naturopathe, hein, il y a quand même, quelque chose de l'intuitif, de la confiance qui doit s'installer, donc où est-ce que je vais être le plus adaptée? Donc il y a eu vraiment ces changements-là. Mais moi je te dirais que les vrais changements qu'il y a eu, c'est dans ma manière d'aborder, l'entrepreneuriat. Je prenais déjà beaucoup de temps pour moi. Autant te dire que clairement, j'en prends encore plus. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est j'en prends encore plus, mais c'est vraiment genre, il y a pas de stress. Bien sûr que je ressens des fois du stress face à des échéances ou, qu'il y a des choses qui m'agacent ou que je ressens, tu vois, des émotions un peu inconfortables. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais je te dirais qu'en fait, globalement, je suis en mode, clairement, en fait, au début, j'avais prévu de reprendre mon entreprise le 15 janvier. Très, très ambitieux. Je l'ai repris, on va dire, enfin, j'ai vraiment relancé les accompagnements, on va dire, vers le 10 avril, quoi. Donc ça a été déjà accepté que, j'allais vivre entre guillemets sur ma trésor, quoi. Je fais pas une trésor non plus, ad vitam aeternam, quoi. Donc ça a été accepté de dire: «Je vois tout l'argent que j'ai de côté fondre et c'est OK». Mais ça vraiment, il y avait autant avant j'aurais pu avoir la peur du manque ou autre, ça je sais clairement que c'est quelque chose qui a vachement changé aussi, dans le pèlerinage, c'est de me dire, «Mais non, en fait, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit». Et puis même pendant le pèlerinage, j'ai pu, vraiment, expérimenter, le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de l'intention et en fait, je me dis le nombre de fois où j'ai reçu beaucoup plus, enfin, que j'ai reçu exactement ce dont j'avais besoin, voire beaucoup plus. Même pendant le pèlerinage, j'ai dépensé beaucoup plus que je pensais et au final, j'ai totalement respecté mon budget. Oui, je sais, c'est très contradictoire, hein, ce que je dis. Non mais ça rejoint ce que disait, Laura Lalande, hein, que j'ai interviewée 2 fois, qui est aussi Mmh. une grande pèlerine qui marche beaucoup, et qui disait qu'en fait, sur le chemin, il y a un petit peu ce truc d'intention comme tu disais et en fait tu vas demander quelque chose, et puis on va te l'apporter quoi et c'est un Ouais. petit peu magique et finalement garder ça après dans sa vie de tous les jours, ça peut être bien. Ouais. Clairement, en fait, là, je l'expérimente, alors beaucoup moins parce que je trouve que quand on est sur le chemin, du coup, on est totalement connecté à ça et que rester connecté H24 dans un monde qui va à 300 à l'heure, c'est pas évident, même si je pense que je le fais quand même assez bien. Hem, mais du coup, je me rends compte à quel point de me dire: «Mais en fait, si je fais juste confiance à moi, si je fais confiance à mes projets, si je fais confiance en mes capacités, si je fais confiance en l'univers, je sais que, hem, si je prends le temps dont j'ai besoin, ce que j'ai besoin va arriver au moment où j'en aurai besoin, quoi et clairement, je l'ai expérimenté. Là, j'avais clairement besoin de trésor, il fallait quand même rentrer de l'argent, quoi, à un moment, hein, quand tu es entrepreneur, je veux dire, voilà. Et en fait, j'ai lancé un accompagnement, mais genre fin mars, que j'avais pas prévu de lancer maintenant. Je l'ai lancé, j'ai expérimenté plein de choses que jamais j'aurais pensé expérimenter. J'ai proposé, une immersion offerte sur 4 jours, qui a rassemblé quasiment 50 personnes. Hem Et j'ai des accompagnements qui ont été signés après, enfin, j'ai plein de choses qui se mettent en place et en fait, je me dis: «Mais je suis tellement contente d'avoir pris ce temps». Alors qu'avant, je sais très bien que j'aurais pu être dans le: «Faut quand même le faire vite», tu vois? Il y a quand même cette pression un petit peu sociétale, cette pression financière et là, je me suis dit: «Mais non, il y a pas d'urgence. Dans tous les cas, enfin, ma vie, elle est pas en jeu. Si je dois trouver de l'argent, j'en trouverai, quoi». Donc ça, en fait, ça a vraiment changé ma perception, donc rapport à l'argent, rapport au stress, le matin, clairement, du coup, je prends mes 2 heures tous les matins, hein. À minima et ça, c'est hyper important. Donc ouais, donc du coup, le matin ou en ce moment, je me lève entre, ouais 7 environ à 7 heures et du coup, je commence rarement mes journées avant 9 heures, voire 10 heures. J'avoue que, en fait, je trouve que le temps le matin est hyper précieux et je sais que de toute façon, si je me prépare en 1 heure, mais c'est même pas la peine, ma journée, elle va pas être bien. Donc du coup, c'est important pour moi d'avoir, je me remets en mouvement tous les matins,
Alors je le faisais déjà avant, mais là je le fais encore plus. C'est vraiment, je prends un temps d'écriture, je prends le temps de me préparer, je prends le temps de petit déjeuner, je prends le temps de contempler la nature. Enfin vraiment, tu me verrais le matin, je pense que n'importe qui me dirait: «Eh oh, bouge-toi un peu quoi», tu vois? Mais et en même temps, je me dis: «Mais ça fait tellement du bien de commencer ces journées comme ça». Et donc il y a ça, il y a le fait que aussi j'ai arrêté beaucoup de choses. J'ai arrêté des partenariats, qui auraient pu me rapporter de l'argent, hein, bien entendu, hein. Mais je les ai arrêtés parce que plus alignés en termes de valeurs. Je dis non à beaucoup plus de choses et porte vraiment attention à quoi je dis oui aussi. J'ose m'inscrire à des choses, enfin j'ose lancer des choses que avant j'aurais peut-être pu mettre, beaucoup plus longtemps à lancer. Je me dis: «Je m'en fiche en fait, dans tous les cas, ben, je retomberai toujours sur mes pieds». Et genre le nombre de fois en fait dans le pèlerinage où j'ai osé, soit demander, oser, des choses, oser, prendre soin de moi, ben, je me dis, si je le retranscris dans l'entrepreneuriat, ça donne quoi du coup comme résultat? Donc là, voilà, j'ai vraiment pris ce temps. J'ai réaffiné du coup un peu mes offres, où je suis vraiment en train de reconstruire aussi tout ça. Ce qui a vraiment émergé pendant le pèlerinage, c'était le message que je voulais porter aussi, qui s'est vraiment affiné. Donc ça, depuis le début de l'année, je me fais accompagner en termes d'identité de marque aussi, personal branding, pour, retranscrire tout ça, pour créer une marque forte en fait, tout simplement. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, qui ont bougé. Enfin, c'est pas forcément des gros changements aussi, mais c'est en tout cas, c'est comme tu dis, ça te permet d'affiner et d'aller peut-être plus vers, voilà, la personne que tu as envie Mmh d'être, mh. d'incarner. Ouais, je dirais, ouais, d'être vraiment, cette femme que je visualise depuis des mois, mais qui est déjà en moi, hein, de toute façon, hein. Ça, moi, je le dis toujours, hein, on change pas on devient pas une autre version, on vient juste révéler une partie qui est déjà en nous. Donc je la laisse vraiment être beaucoup plus sur le devant de la scène. Hem Et je dis beaucoup plus ce que je pense aussi. Je sais que ça déplaît, mais tant mieux en fait. Je me dis tant mieux, je pense que c'est bien aussi de pouvoir déplaire, tu vois? De ne plus chercher à plaire à tout le monde, en fait. Ça, c'est cool. Hem Et je dirais une autre chose, parce que ça, je pense que, je dirais mon chéri est genre hyper content. Je ne suis plus en retard. Ah oui, donc ça t'a réappris ou appris à être, ponctuel? Bah, en fait, du coup, avant, j'étais en retard parce que je voulais faire toujours 36 000 trucs en plus, en plus. Là, du coup, je me dis: «Non, non, non, j'ai besoin de prendre le temps». Donc du coup, je prends le temps et je fais, la même quantité de choses, hein, clairement. Mais du coup, je vais plus à l'essentiel. Alors Amandine, dernière question. 3 mots pour résumer ce que tu as appris sur le chemin. Alors je sais que ça va être difficile, mais est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, 3 mots, 3 expressions un petit peu pour résumer tout ce que tu as appris, sur le chemin, pendant ce pèlerinage? Alors la première chose qui me vient, c'est Ichigo Ichie. Donc ça, c'est du japonais. Qui signifie, un jour, une rencontre, une chance. C'est un peu se dire, aujourd'hui, on a la chance par exemple, on a la chance d'être ensemble aujourd'hui, Audrey. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que finalement, on se recroisera plus. J'en sais rien, tu vois? Ce qui est peu probable, mais heu et en fait, du coup, c'est profite en fait de l'instant présent. Profite du moment, chéris ce moment, chéris la rencontre, chéris ce qui se présente à toi. C'est un petit peu à la fois ouvre-toi à l'autre, à ce que l'autre peut aussi t'apporter, t'apprendre. Et cherche pas à forcément me dire: «Ah ouais, mais demain on sera encore en lien» ou «Comment je peux garder le lien?» Non. Profite juste de ce qui est là maintenant. Le deuxième qui me vient, je te dirais, c'est l'ouverture. Ouverture à soi, ouverture à l'autre, ouverture à plus grand aussi. Et le troisième, transformation. Oui, bah, avec tout ce que tu nous as raconté sur ce pèlerinage, je pense que la transformation, elle est, palpable dans tout ce que tu dis et visible, voilà, même, à l'extérieur comme tu disais, donc je comprends tout à fait. Ouais, écoute, ouais, je pense que comme tu dis, c'est visible à l'extérieur. Il y a plein de choses qui changent et moi j'ai alors ce que si je peux me permettre, peut-être pour, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, si vous vivez un pèlerinage, si vous vivez un pèlerinage, bon là, moi je suis partie 2 mois. Moi je sais que je propose des espaces par exemple, qui durent 3 jours, 1 semaine. Des fois ça peut être juste 2 jours, coupés on va dire de son quotidien. Si vous vivez et que vous sentez un décalage, hem,
parlez-en, peut-être déjà autour de vous. Je pense que ça, c'est important de partager ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que les gens vont pas le comprendre. Et du coup, peut-être que c'est aussi le moment de se poser la question, est-ce que mon entourage, du coup, vient me nourrir aussi? Et au-delà de ça, je suis partie, du coup, je suis rentrée on va dire décembre, janvier. Et là encore aujourd'hui, il y a des apprentissages qui continuent à se faire, qui continuent à se mettre en place. Une transformation profonde demande du temps. Et donc c'est hyper aussi, soyez vraiment indulgents et indulgentes avec vous, bienveillantes avec vous sur ce chemin de transformation. Et Amandine, est-ce que tu peux nous dire pour clôturer cet épisode, où est-ce qu'on peut suivre toutes tes actualités? Ouais. Vous pouvez me retrouver essentiellement sur Instagram, du coup sur mon compte pro via da.coaching. Parfait. Merci beaucoup pour ce tour du lac de Saint-Ferréol, parce que vous nous croirez ou pas, mais on arrive presque au terme de ce tour. Alors ça a fait un épisode, un tour, un épisode. Voilà, on va peut-être en faire un autre. Mais en tout cas, on vient de boucler le tour de Saint-Ferréol et de finir du coup l'épisode de podcast. Donc ça tombe vraiment parfaitement. Merci beaucoup Amandine d'avoir partagé une partie de ce que tu as vécu sur le pèlerinage de Shikoku. C'était absolument fascinant et en même temps inspirant, parce que je pense que ça donne envie. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné envie aussi d'aller un peu plus vers l'exploration, le voyage, et pour aller vers du coup l'exploration intérieure aussi, comme tu disais. Donc je pense que ça va plaire à beaucoup d'auditeurs, auditrices. Et d'ailleurs, dites-nous si vous avez aimé cet épisode, si vous avez des questions à poser à Amandine, parce que je pense qu'elle sera ravie d'y répondre. Et on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Merci Amandine. Merci beaucoup Audrey. C'était Akiba Pla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.